Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo des rois de France encore. Et on est maintenant aux Capétiens, vu que la dernière fois on avait terminé les Carolingiens et du coup on va aux Capétiens. Alors, on va commencer par Hugues Capet du coup, attendez. Oui, par Hugues Capet, qui est juste ici. Là on peut le voir en train de se faire couronner. Et puis voilà. Alors, né vers 940, règne de 987 à 987. Hugues Capet est le fils d'Hugues le Grand, mort en 956, et un descendant des Robertiens, une puissante famille qui a déjà donné quelques rois à la France. Il hérite des charges de son père en devenant duc des Francs ainsi que comte de Paris, de Senlis, de Dreux et d'Orléans. Le 3 juillet 987, Hugues Capet est sacré roi à Noyon en l'absence d'héritier carolingien de la couronne de France. Afin d'assurer sa légitimité, il associa à la royauté son fils Robert dès son élection. C'est le premier à imposer ainsi le principe dynastique et surtout la transmission du pouvoir au fils aîné pour éviter les querelles familiales nées du partage du royaume. Avec l'adoption de ce prince, la dynastie capétienne est née. À cette époque, la France est morcelée en fiefs et Hugues Capet n'exerce pas de véritable autorité sur cette mosaïque de pouvoir. Il administre ainsi ses propres terres, formant le domaine royal. Les seigneurs sont donc libres et autonomes dans leur domaine. C'est ainsi qu'il peut en rallier quelques-uns pour vaincre Charles de Lorraine, prétendant carolingien au trône en 991. Hugues Capet meurt le 24 octobre 996, probablement de la variole. Nous passons à Robert II le Pieux. Né vers 972, règne de 996 à 1031. Associé au pouvoir par son père Hugues Capet, Robert II est couronné à Sainte-Croix d'Orléans le jour de Noël 987. C'est donc sans aucune contestation qu'il lui succède en 987. Robert est un homme cultivé, d'une grande piété et très versé dans la théologie, ce qui lui vaut le surnom de pieux. Respecté par les gens d'église, il est même réputé posséder un pouvoir thaumaturge, le toucher des écrouelles. Toutefois, sa vie sentimentale l'oppose au pape, qui le menace d'anathème en 998. Robert a en effet répudié sa première femme et épousé sa cousine Berthe de Bourgogne. En 1003, il se sépare de cette dernière pour épouser Constance d'Arles, mais 5 ans plus tard, il se rend à Rome avec Berthe pour demander au pape l'autorisation de reprendre la vie commune avec elle. Entre-temps, Constance lui a donné 3 fils, Hugues, Henri et Robert, avec lesquels ils ne s'entendent pas, en dépit de ses affaires privées et familiales mouvementées. Robert agrandit son domaine royal, conquête de la Bourgogne en 1015 et boute l'empereur germanique hors de France grâce à des batailles victorieuses et à des jeux d'alliance. Robert meurt en 1031. Hugues, l'aîné de ses fils, étant mort en 1025. C'est Henri, selon la règle primogéniture établie par Hugues Capet, qui succède à son père. Passons maintenant à Henri Ier. Alors oui, il y a un Henri Ier, je ne le savais pas jusqu'à pas si longtemps que ça. Et puis Henri Ier, Henri II, Henri II, il est bien après Henri II. Henri II, c'était le fils de François Ier, alors bon, c'est un petit peu loin quand même. Alors, né en 1008, règne de 1031 à 1060. Sacré en 1027 du vivant de son père, roi Robert II, Henri devient roi malgré l'opposition de sa mère, Constance d'Arles, qui lui préfère son plus jeune fils, Robert.
À la mort de son père en 1031, Henri Ier est décrit par une de ses contemporains comme vif d'esprit et actif de corps. Certes, ce sont là de belles qualités pour un roi du XIe siècle. Le règne d'Henri correspond pourtant à une période d'étiage du pouvoir capétien. Seules les affaires matrimoniales lui permettent de frayer dans les hautes eaux de la scène internationale. Son projet de mariage avec la fille de l'empereur Conrad II abandonné, Henri Ier épouse en 1051 une princesse russe, Anne de Kiev, qui lui donne l'année suivante un fils, Philippe. De fait, l'essentiel de la politique se joue à l'échelle du royaume. Le roi est en butte avec des combats incessants contre les grands vassaux, le duc de Normandie, les comtes d'Anjou et de Blois-Champagne plus puissants. Il ne faudrait pas associer le règne d'Henri à un déclin absolu de l'autorité royale. Les actes produits par la chancellerie témoignent de la volonté de l'entourage du roi de magnifier la fonction royale. Le sursaut capétien est en marche. Alors nous avons fini ce chapitre. Nous passons maintenant au deuxième chapitre. Qui a quand même 4 rois. Et puis, bon, eh bien, voilà. Donc, ah non, il en a 3 des rois, en fait. Je me suis trompée, il y a 3 rois. Donc, voilà. Alors, passons à Philippe Ier, né vers 1052 et règne de 1060 à 1108. Malheur à la ville dont le prince est un enfant. Nombreux sont ceux qui se rappellent de ce verset de l'Ecclésiaste à l'annonce de la mort du roi Henri. Philippe, son fils et successeur, est âgé de 7 ans. Pour la première fois, la dynastie capétienne doit faire face à une minorité. Tout prophète qu'il est l'Ecclésiaste peut se tromper. Le comte de Flandre exerce la régence au milieu des intérêts du roi et transmet les rênes du pouvoir à Philippe, tout juste adoubé chevalier en 1066 ou 1067. À cette époque, si le roi de France règne sur le royaume, il n'en possède en tant que seigneur qu'une modeste part, le domaine royal. Les autres terres appartiennent aux grands vassaux. À l'intérieur du domaine subsistent des enclaves où l'autorité du roi ne s'exerce pas directement. Une des priorités du règne sera d'unifier le domaine, ce qu'entreprend Philippe à coups d'épée et de monnaie, sonnante et trébuchante. Au-delà, la puissance grandissante du duc de Normandie, Guillaume le Conquérant, roi d'Angleterre depuis sa conquête en 1066, inquiète. À la mort de ce dernier en 1087 lève pour un temps l'hypothèque de la menace normande. Les dernières années de Philippe sont assombries par ses démêlés avec l'Église. Il est condamné pour avoir répudié son épouse et s'être marié avec Bertrade, l'épouse du comte d'Anjou. Au-delà du conflit qui interdit le roi de compter parmi les chefs prestigieux de la première croisade, Philippe laisse à son héritier un outil de gouvernement modeste, mais efficace, riche de promesses d'avenir. Passons maintenant à Louis VI le Gros. Les Louis filent, On était à Louis Ier, le fils de Charlemagne, et là on est déjà à Louis VI. Donc voilà. Allez. Né vers 1080, règne de 1108 à 1137. Fils aîné de Philippe Ier, Louis VI est associé au trône dès 1098. Il est donc bien préparé à l'exercice du pouvoir quand il succède à son père en 1108. De plus, il s'entoure d'habiles conseillers, tels l'abbé Suger. Soucieux de faire régner l'ordre, Louis VI soumet tous les petits vassaux et seigneurs révoltés, et il n'hésite pas à accaparer leurs terres pour les rattacher au domaine royal. Il pacifie les routes et développe le commerce. C'est l'époque des grandes foires marchandes. Il crée également l'institution des communes qui s'administrent elles-mêmes pour contrecarrer les ambitions des grands vassaux. Sur les frontières, Louis VI cherche à rattacher la Normandie à son domaine, mais il se heurte à Henri Ier, roi d'Angleterre et duc de Normandie, bientôt soutenu par l'empereur germanique Henri V, qui à son
qui, à son tour, tente d'envahir la Champagne en 1124. Face à l'ampleur de l'attaque, il fait appel à ses grands vassaux, lesquels, réunis sous l'oriflamme de Saint-Denis, intimidement l'ennemi. C'est le premier exemple de cohésion nationale face à un adversaire extérieur. Louis VI est considéré comme le premier grand roi capétien pour avoir redonné à la fonction royale tout son sens. Bon vivant aussi, il ne délaisse aucun plaisir. Surnommé le Gros pour son obésité due aux excès de la table, il meurt en 1137. Passons au dernier roi de cette vidéo, Louis VII le Jeune. Alors, il est né en 1120 et règne de 1137 à 1180. C'est la mort de son frère Philippe qui le contraint à devenir roi alors qu'il se destinait à une carrière monastique. Couronné en décembre 1137, Louis VII garde auprès de lui l'abbé Suger, fidèle conseiller de son père Louis VI. La même année, il épouse Aliénor. Elle lui rapporte en dos le duché d'Aquitaine, agrandissant ainsi considérablement son royaume. Peu habile en politique, Louis VII s'oppose d'abord au pape Innocent II dans le choix de l'archevêque de Bourges en 1141, puis guerroie contre le comte de Champagne soutenu par le pape en 1142. Louis VII, qui aurait mis le feu à l'église de Vitry, faisant périr 1300 personnes. C'est pour exprimer ce crime qu'il décide de se lancer dans la deuxième croisade en 1147 afin de délivrer Jérusalem. En 1152, Louis VII annule son mariage avec Aliénor, soupçonnée d'adultère et qui n'a pas réussi à lui donner de descendants. Il perd l'Aquitaine, qui revient à son plus puissant vassal et rival, Henri II Plantagenet, futur roi d'Angleterre en 1154. Remarié avec Aliénor, commence alors une lutte séculaire entre Capétiens et Plantagenets de la nouvelle union de Louis VII. Avec Adèle de Champagne, naît en 1165 un fils, Philippe. La règne de Louis VII, certes émaillée d'erreurs politiques, conserve je sais plus où j'en étais. Commence alors une lutte séculaire entre Capétiens et Plantagenets. De la nouvelle union de Louis VII avec Adèle de Champagne naît en 1165 un fils, Philippe. Le règne de Louis VII, certes émaillé d'erreurs politiques, conserve un bilan positif. Soutien au mouvement d'émancipation des communes, enrichissement du royaume, construction de nombreuses églises et châteaux. Alors voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Et puis, dans la prochaine vidéo, il y aura un roi un peu plus connu, c'est Louis IX ou Saint-Louis, connu pour être parti en croisade. Et puis, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.